Bonjour. Donc aujourd'hui, l'objectif c'était de refaire un petit peu un survol des prises en charge des cancers du poumon depuis 5 ans, donc 2013 jusqu'à début 2018, parce que dans un mois on changera d'année, et voir un peu les modifications des stratégies dans les prises en charge des cancers pulmonaires. Alors non à petites cellules, parce que c'est quand même là qu'il y a eu les modifications les plus importantes. Alors, en fait, depuis plusieurs années, on a progressivement subdivisé un peu ces patients. Si on remonte dans le temps, on parlait de cancer pulmonaire au début des années 90, sans distinguo anatomopathologique. Puis progressivement, on a séparé les carcinomes pulmonaires à petites cellules des carcinomes pulmonaires non à petites cellules. Puis en 2018, avec en particulier la publication sur l'utilisation du pémétrexède, on a séparé les adénocarcinomes des carcinomes à grandes cellules et des carcinomes épidermoïdes. Et courant des années 2000, progressivement, avec les avancées en biologie moléculaire, on a encore subdivisé, en particulier ce sous-groupe d'adénocarcinomes, en fonction de présence de cibles théragnostiques, mutation EGFR, translocation ALK, ROS1, d'un autre sous-groupe avec des mutations fréquentes aussi, mais pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas à proprement parler de thérapeutique, à part peut-être pour BRAF, comme on en a parlé hier sur la mutation V600E, pour lequel le vemurafenib est en essai. Et puis d'autres mutations pour lesquelles on n'a pas encore de cible. Cette subdivision progressive, alors elle vient de la connaissance des mécanismes cellulaires, et elle est poussée par le développement de cibles thérapeutiques et des nouveaux traitements. Alors, on s'intéresse principalement au stade évolué. Ça représente encore plus de 2 tiers de nos patients, sachant que les stades les plus précoces, 1, 2, relèvent d'une chirurgie première, et les stades 3A, 3B, alors 3A, il y a un peu de débat en fonction de l'extension ganglionnaire, 3B, il relève encore aujourd'hui d'une chimiothérapie avec radiothérapie, mais les patients auxquels on va s'intéresser aujourd'hui sont ceux pour lesquels il y a eu ces progrès thérapeutiques au cours de ces dernières années, donc ces patients métastatiques. Alors, en début d'année 2013, la prise en charge, alors excusez-moi, j'ai pas tout traduit. Pour les carcinomes épidermoïdes, la première ligne reposait sur un doublet à base de platine. Il y avait une possibilité de mettre en place de la maintenance avec l'erlotinib ou la gemcitabine. Et puis la deuxième ligne, c'était assez simple, c'était le taxotere qui était le traitement de référence. Pour les non épidermoïdes, on avait en fonction, donc pas de mutation EGFR, éligible à un traitement, en fonction de l'éligibilité à un traitement au bevacizumab, la possibilité d'un traitement d'un doublet à base de platine, plus ou moins donc le bevacizumab, la maintenance 6 réponses ou stable avec l'erlotinib ou le pémétrexède, et puis en deuxième ligne, une drogue qui n'avait pas été utilisée en première. EGFR muté, depuis maintenant courant des années 2000, c'est vrai qu'il y avait l'utilisation de l'erlotinib et du gefetinib en première ligne pour ces patients, pour lesquels ça avait déjà été démontré qu'il y avait un vrai bénéfice par rapport à la chimiothérapie. Puis à la progression, on rebasculait sur une chimiothérapie conventionnelle, avec un doublet avec de platine, et là encore on revenait un peu en arrière, en fonction de la possibilité d'utiliser oui ou non le bevacizumab. Et puis troisième ligne, on était déjà loin, et ça docetaxel ou autre. Et puis réarrangement ALK. À l'époque, il n'y avait pas encore de cible thérapeutique, et il y avait un traitement qui était le crizotinib, mais qui était utilisable qu'en deuxième ligne, après donc un doublet à base de platine, plus ou moins bevacizumab. Donc ça c'était en 2013. Alors, on revient un peu sur les progrès qui ont été faits du point de vue des patients avec des cibles, des altérations moléculaires. En fait, là, c'est les données de l'étude de l'IFCT sur les biomarqueurs, et on se rend compte, alors ça concerne la présence donc des mutations EGFR, on en a parlé hier, c'est 9,5% des patients. On retrouve ALK ici, 3,7%, et puis encore un grand nombre de mutations pour lesquelles on n'avait pas de traitement. On remarque quand même que ça concerne moins de la moitié des patients, moins de la moitié des patients des cibles identifiées, 50% des cibles non identifiées, et ça concerne encore un très faible nombre de ces patients. Donc beaucoup vont encore relever de la chimiothérapie. Alors EGFR, donc
donc c'est les cibles thérapeutiques les plus anciennes, donc différentes mutations sur donc différents exons. La plus fréquente, c'est celle sur l'exon 19 avec le meilleur pronostic. Et donc, si on revient, ça date de 2009. Les premières, donc première ligne gefitinib versus là, ça a été versus carboplatine en première ligne dans les adénocarcinomes. Et en fait, hop, on démontrait donc survie globale et chez les patients mutés un vrai gain par rapport au doublé à base de platine avec une survie médiane qui était, c'est un peu loin pour moi, qui passait donc hop ici 0,5 de 7 à presque 9 mois. Beaucoup d'études ont confirmé ces essais avec donc le gefitinib, l'erlotinib aussi, et puis donc c'est ce que je vous ai montré sur la première planche. En première ligne, ces traitements ont basculé. Courant 2013 et puis donc l'AMM en 2014, des TKI de deuxième génération, en particulier donc l'afatinib, a été développé avec des études randomisées qui les ont comparé à un TKI de deuxième génération, comparé à un TKI de deuxième génération, pardon, aux chimiothérapies. C'est l'étude Lux-Lung. Et donc, ça c'est la survie chez les patients sans progression. Alors, il y avait afatinib versus gefetinib. Et en fait, il y avait un petit gain en faveur de l'afatinib, ce qui a conduit à ce que ça devienne, courant 2014, le traitement de première ligne chez les patients mutés. Puis, on a vu apparaître, en fait, il y avait, j'en ai dit un petit mot hier, donc un échappement à ces traitements de première ligne. Alors, soit sous des formes de modifications histologiques, donc de la bascule avec d'un adénocarcinome avec l'apparition d'un carcinome à petites cellules, ou l'apparition de résistance. Et dans ces mécanismes de résistance, il y a l'apparition d'une nouvelle mutation, qui est la mutation T790, et qui génère une résistance aux TKI de première et deuxième génération. Et c'est ce qui a conduit au développement de l'osimertinib, un TKI donc de troisième génération. Alors beaucoup d'études, Aura et Aura2 en deuxième intention, en traitement de rattrapage après échappement aux TKI de première et deuxième génération sur la présence d'une mutation de résistance T790. Ce médicament a poursuivi son développement, on en reparlera tout à l'heure, puisque la semaine dernière, il y a une publication en première ligne de l'osimertinib versus la chimiothérapie. Et donc aujourd'hui, on a ces traitements donc de rattrapage. On reverra tout à l'heure donc le point en début d'année 2016. Sur les translocations ALK, donc c'est des translocations, donc la plus fréquente c'est EML4 et ALK, qui a conduit au développement du crizotinib. Alors, ça c'était l'étude de crizotinib versus chimiothérapie. Donc, chez les patients avec une translocation versus chimiothérapie, on voit clairement le gain là à la médiane de survie et au long cours. Sur la progression et alors ça c'est sur la survie, c'est moins franc. Et donc une meilleure rétrospectivement une survie sans progression plus rapide, plus longue pardon, ce qui a conduit à l'utilisation de ce traitement en remplacement de la chimiothérapie en première ligne. Comme dans les mutations EGFR, on a des mutations de résistance et ce qui a conduit au développement d'autres molécules. Alors la plus avancée c'est le ceritinib. En rattrapage, donc on a fait dans cette étude-là, il y a eu des biopsies faites chez les patients traités préalablement par crizotinib et qui ont été traités par ceritinib. Et on voit qu'en fait, chez les patients, donc là c'est les changements en fonction du traitement mis en place avec les variations de la taille de la tumeur. Et chez les patients, donc un vrai bénéfice à l'introduction du ceritinib chez ces patients mutés avec des réductions plus importantes. Si bien qu'en 2016, si on reprend notre tableau, alors chez les patients pour lesquels il n'y avait pas de thérapie ciblée, on était peu de changements en fait, toujours platine plus ou moins bevacizumab. Chez les patients FR mutés, bascule des TKI, change de modification avec préférentiellement l'utilisation de l'afatinib, et puis à la progression, si présence d'une mutation T790, on retarde encore la chimiothérapie à la troisième ligne, on utilise l'osimertinib.
Et pour les patients ALK, le crizotinib avait trouvé sa place en première ligne, et à la progression, l'utilisation du céritinib en rattrapage. Et on voit qu'on recule, en fait, en l'espace de 2 ans, on avait reculé chez ces patients la chimiothérapie de la première ou deuxième ligne jusqu'à la troisième ligne. En revanche, toujours pas de modifications chez ces patients, qui représentent encore la majorité des cas, et pour lesquels on était encore sur une prise en charge reposant sur une chimiothérapie première et en deuxième ligne. Pour les épidermoïdes, on était à peu près au même point, avec toujours un double ablase de platine, et puis là maintenant, ça avait quand même perdu un peu de son utilisation chez ces patients-là, et on basculait vers le docétaxel en deuxième ligne. Donc, parallèlement, du fait du développement de ces molécules en thérapie ciblée, chez d'autres patients, il y avait la nécessité d'utiliser de nouvelles molécules et de trouver d'autres alternatives, et c'est ce les connaissances en biologie et en immunothérapie ont conduit au développement de ces immunothérapies, qui sont développements en parallèle qui ont conduit à l'utilisation de ces molécules rapidement en clinique à partir des années 2016, sur la base des études que je vais vous présenter. Alors, plusieurs molécules, le nivolumab, qui est un anti-PD1, le pembrolizumab, un anti-PDL1, et la télozolizumab, l'anti-PDL1. Il y en a d'autres, mais c'est celles pour lesquelles le traitement est le plus avancé. Alors, en fait, l'immunothérapie, c'est des inhibiteurs de checkpoint qui vont restaurer, en fait, la réponse immunitaire vis-à-vis des cellules tumorales, en inhibant, en levant l'inhibition qui s'est faite sur ces marqueurs qui, vont diminuer la régulation de la réponse immunitaire. Alors, PDL1, c'est sur les cellules dendritiques, et puis PD1, c'est les marqueurs sur les cellules, c'est les lymphocytes T. Alors la molécule pour laquelle il y a on a le plus de recul, c'est le nivolumab dans les carcinomes épidermoïdes, l'étude CheckMate 017. Donc en fait un gain versus chimiothérapie en deuxième ligne versus docétaxel qui était le traitement de référence. Donc un gain en survie médiane qui est franc là, qui apparaît chez les patients, avec des taux bien meilleurs à 2 ans par rapport à la chimiothérapie, ici 8,23%. Et dans les non-épidermoïdes, même schéma, même chose, et là aussi un gain, alors qui a été moins franc, mais qui est quand même significatif, en survie toujours à 18 mois, donc des survies longues, avec un gain encore 40% chez les patients versus chimiothérapie. Donc ces deux études montraient la supériorité de ces inhibiteurs de checkpoint versus le docétaxel, et chose importante, indépendamment du taux d'expression de PDL1, ce qui a pour d'autres molécules. Alors il y a d'autres molécules, la deuxième la tezolizumab, alors je vais passer peut-être un peu plus vite dessus. Donc sur même schéma d'études versus chimiothérapie, docétaxel, et puis on retrouve les mêmes gains en survie, alors survie globale, et puis si on regarde, alors là il y a eu des stratifications en fonction du statut PDL1, positif, donc il y avait un gain en survie, on passait de 10 à 10 mois à 15 mois sous traitement. Chez les patients, expression négative, un gain en survie qui est moindre, mais qui est quand même présent, de 9 à 12. Et chez les patients avec un taux supérieur à 50% de marquage, alors un gain qui est vraiment très important puisqu'on passe de 8,9 à 20 mois chez ces patients. Et bénéfice qu'on retrouve là encore, alors plus marqué cette fois-ci chez les non-épidermoïdes que versus les épidermoïdes dans les deux cas. Alors des effets secondaires qui existent, mais qui sont toutefois quand même peu fréquents, et la pratique montre qu'alors ils peuvent être potentiellement graves, mais ils sont quand même c'est des traitements qui sont bien mieux tolérés que la chimiothérapie. Donc la tezolizumab améliore la survie globale des patients, et bon, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. L'autre molécule qui est disponible depuis, c'est le pembrolizumab, un anti-PDL1, donc même schéma. Alors là, c'est une étude avec une escalade de doses. Mais on retrouve, là encore, le gain qu'on avait observé tout à l'heure, docétaxel en vert, pembrolizumab, quel que soit le dosage. Ici, quand on regarde la survie médiane survie médiane, on est ici à 8 mois, on passe à presque 15, et puis ici à presque 17. Là, chez tous les patients, et puis, pareil, en fonction du score du marquage à 50%, un gain qui est encore plus franc. Alors ici, surtout au long cours. Alors je vais passer. Donc là encore, on retrouve le même bénéfice chez ces patients. Si bien que début d'année 2017, je suis désolé, donc début d'année 2017, changement de traitement, puisque chez les épidermoïdes, c'était les premières modifications de prise en charge. Première ligne d'un double ablase de platine, mais on basculait en deuxième ligne. Et
vers une immunothérapie, alors nivolumab ou pembrolizumab, en fonction du taux d'expression pour le pembro, du taux de PDL1. Et puis on repoussait la troisième ligne, le docétaxel en troisième ligne. Pour les non-épidermoïdes, même chose. Toujours, alors ça change rien pour les patients avec des mutations, des cibles thérapeutiques, mais chez les patients pour lesquels il n'y a pas de traitement, toujours chimiothérapie en premier, mais l'immunothérapie faisait sa place ici en deuxième ligne. Et les choses ont rapidement changé, puisque aujourd'hui, sur la base d'autres études, alors publiées fin 2016, en première ligne, le premier c'était le pembrolizumab, donc versus d'un doublé à base de chimiothérapie et d'un doublé à base de platine. Alors là, c'est les caractéristiques des patients. Là, toute histologie confondue, épidermoïde et non épidermoïde. Là, on retrouve donc le bras pembrolizumab ici et le bras chimiothérapie, avec donc une différence de survie significative. Alors si on regarde le nombre d'événements, médiane 10 dans le bras pembrolizumab, 6 mois dans le bras chimiothérapie, avec au-delà du bénéfice de la médiane de survie, un gain prolongé dans le temps. Quand on regarde ici, là, en nombre de mois, à 15 mois, une différence significative. Survie globale. Donc, efficacité du pembrolizumab, mais ce qui est important, c'est que cette efficacité, elle est subordonnée à un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%. Deuxième molécule qui a été essayée, c'est le nivolumab, qui avait fait sa preuve en deuxième ligne en premier. Et en fait, donc même schéma d'étude, première ligne chimiothérapie versus immunothérapie. Là, c'est les types en fonction. Alors, il y a une stratification, mais qui n'a pas été utilisée en fait en fonction du taux de PDL1, les chimiothérapies reçues, et en fait, déception, puisque cette fois-ci, quand on regarde nivolumab versus chimiothérapie en première ligne, on est à 4,2 mois, on est moins bon que la chimiothérapie. Survie globale, si bien que pas étude négative pour le nivolumab en première ligne. Alors pour résumer, aujourd'hui, début d'année 2018, pour les épidermoïdes, taux d'expression de PDL1 inférieur à 50%, on continue à commencer par une chimiothérapie avec un doublé à base de platine, puis les patients vont pouvoir bénéficier, ensuite indépendamment du marquage PDL1, d'un traitement en deuxième ligne d'immunothérapie, nivolumab indépendamment du marquage, pembrolizumab si PDL1 positif. Et puis, docétaxel en troisième ligne. Chez les patients qui ont un taux d'expression PDL1 positif et supérieur à 50%, ces patients-là vont pouvoir bénéficier d'une immunothérapie en première ligne avec le pembrolizumab et repousser la chimiothérapie en deuxième ligne. Ça devient un peu plus complexe pour les autres. Donc, on revient pas sur les patients avec des mutations, EGFR ou ALK, puisque là les choses n'ont pas beaucoup bougé. Enfin, pour l'instant. Et si on revient chez nos patients sans mutation, alors PDL1 supérieur à 50%, ces patients-là, comme pour les épidermoïdes, vont bénéficier d'une immunothérapie en première ligne, puis ça va repousser en deuxième ligne la chimiothérapie avec des doublés à base de platine plus ou moins bevacizumab. Chez les autres, on est toujours à peu près pareil, donc chimio et puis l'immunothérapie en deuxième ligne. Et puis la troisième ligne, on est loin, mais bon, il y a encore des possibilités. Alors, je dis, ça c'est aujourd'hui, parce que la semaine dernière, le 24 novembre, dans le New England est sortie l'étude, il y a une étude avec le céritinib en première ligne chez les patients mutés, donc probablement des changements dans les patients avec des mutations EGFR, et puis, pour les patients, en fonction, indépendamment du taux de PDL1, il y a encore des essais en cours qui vont associer l'immunothérapie à la chimiothérapie en première ligne, dont les résultats sont encore attendus, et qui probablement changeront aussi l'organigramme dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Cazaille, pour ce panorama extrêmement important sur tous l'ordre décisionnel pour la prise en charge de ces malades. C'est pas facile parce que ça évolue très rapidement et on a bien compris que la place des nouvelles thérapies, ce qui pose des problèmes pour nous cliniciens, pour bien offrir aux malades
avec le profil, effectivement, d'effets secondaires qu'on sait avec ces nouvelles thérapies, on n'en a pas très l'habitude. Alors, il y a sûrement beaucoup de questions de l'auditoire. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Moi, j'avais deux questions. Une concernant les effets secondaires de ces thérapies ciblées. Parce que nous, on voit quand même pas mal de pneumopathies interstitielles liées à ces thérapies. Et donc, actuellement, on se pose un petit peu la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas surveiller un peu différemment ces patients qui ont finalement une survie allongée et meilleure avec ces traitements. Mais du coup, on était en train d'en discuter en interne parce qu'on n'a pas toujours, pour des patients métastatiques, une mesure de la fonction respiratoire, une TLCO, etc. Est-ce que tu as aussi ce sentiment d'effet secondaire chez ces patients avec ces thérapies? Oui, pour l'immunothérapie, hein. Oui. Oui, c'est vrai que, alors, ce qu'on a l'impression, c'est quand même, globalement, c'est mieux toléré. On a quand même, par rapport au Taxotere, beaucoup moins d'effets indésirables graves, mais effectivement, alors, il y a pas mal de complications, alors, effectivement, pulmonaires ou cutanées qu'on connaissait pas, de phénomènes un peu immunoallergiques. Alors, pour la peau, c'est facile parce qu'il suffit de l'examiner. C'est vrai que pour le scanner, on a finalement le scanner assez facile. C'est-à-dire que, on le faisait souvent assez facilement, mais là, au moindre doute, quand il y a quelque chose qu'on comprend pas, une dyspnée qui se majore, on va au scanner. Première chose. Et puis, alors c'est vrai que on n'a pas de tentative de comment dirais-je, on n'a pas réfléchi vraiment à planifier ou à structurer ces surveillances. C'est un peu au cas par cas. Puis c'est vrai que ce que je pense, ça va encore changer parce que là, on l'avait beaucoup en deuxième ligne et que pour le moment, en deuxième ligne, il y a des effets secondaires, mais ils sont pour le moment un peu moins fréquents qu'en première ligne parce qu'on va s'adresser en première ligne des patients qui n'auront pas été immunodéprimés par la chimiothérapie première et un peu comme les dermatos, en fait, ils ont vu beaucoup plus d'effets indésirables plus précoces chez ces patients-là. Donc, il faudra pour le moment qu'on s'organise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a finalement que 2 ans de recul sur ces molécules, donc c'est vrai que on fait facilement des scanners et la tendance chez nous, elle est quand même de faire de la corticothérapie assez rapidement quand même. Alors, quand on a on essaye d'éliminer rapidement des lésions infectieuses chez ces patients-là, quitte à mettre d'emblée une antibiothérapie en même temps que la corticothérapie, parce que c'est vrai qu'ils vont répondre quand même le plus souvent. Ça change un peu nos prises en charge, mais bon, on n'a pas vraiment de stratégie à proprement parler encore aujourd'hui. D'autres questions, oui. Alors, merci. Je crois avec effectivement les nouvelles. Petite minute. Voilà, avec les nouvelles. Effectivement, on voit donc avec la première ligne sur lequel souvent on fait également un traitement d'entretien, l'immunothérapie en deuxième ligne, on voit même souvent apparaître en troisième ligne la possibilité de refaire la première ligne, ce qui va retarder encore plus le Taxotere qui vient en quatrième ligne. Et effectivement, je crois que c'est des données qu'on reprend en RCP ou de plus en plus souvent. On peut reprendre en fait en troisième ligne ce qu'on avait fait en première ligne sans le traitement d'entretien, bien sûr. Oui. Après l'immunothérapie. Après l'immunothérapie. C'est vrai que ça, tout à fait, ça rechange un peu les stratégies. C'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, on était un peu sur des prises en charge avec déjà l'idée d'une première, d'une maintenance, puis d'une deuxième ligne qui était déjà assez codifiée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les patients qui vont répondre à l'immunothérapie, alors c'est pas tous les patients, c'est vrai que ça rebat un peu les cartes puisque quand s'ils ont fait 1 an, 18 mois, 24 mois d'immunothérapie, c'est vrai que se pose la question de rediscuter d'un double ablase de platine, c'est possible. Ouais. D'autres questions? Merci. J'ai une question à propos du ROS1. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme molécule et quelle est votre expérience? Pour ROS1? Oui. Non, pour ROS1, on n'a pas de thérapeutique. Il y a des développements, mais pour l'instant, on n'a pas de. Il y a les essais avec les anti-ALK, mais c'est pas encore en pratique courante. Enfin, pour l'immunothérapie, c'est vrai qu'on a des résultats très encourageants. Il y a quand même, ceci dit, on voit bien aussi dans les patients, c'est que 100% des patients ne bénéficient pas de vrais. On a des patients qui sont hyper progresseurs et qui vont très rapidement se dégrader, alors que
paradoxalement, ils étaient plutôt, enfin, on n'a pas de critères de mauvaise réponse, qui pouvaient être PDL positifs avec des progressions très rapides et des décès qui surviennent très vite. Et on a aussi quand même un lot de patients qui ne répondent pas vraiment, qui sont un peu améliorés cliniquement, mais sans vraie réponse radiologique, et qui vont faire de une immunothérapie pendant 4-6 mois avant de progresser à bas bruit. Alors globalement, ils sont mieux qu'avec du docétaxel, mais qui sont pas vraiment des patients répondeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est spectaculaire quand on voit les chiffres, mais 100% des patients ne bénéficient pas de ces avancées. Et alors quelle proportion, on peut pas dire, mais il y a quand même aussi des patients qui sont résistants. Mais moi j'avais une question à la réunion, quel est le délai entre le moment où vous faites le prélèvement anatomopathologique et le résultat des différentes mutations? Alors pour les mutations, nous on dépend de la plateforme de biologie moléculaire de Bordeaux à la Réunion, donc les prélèvements partent sur Bordeaux et il faut compter 2 à 3 semaines en fait. Alors sur du tissu, c'est 2 à 3 semaines pour tout ce qui est EGFR, ALK alors ALK on l'a en immunohistochimie à la Réunion, donc si après on veut faire le fiche, ça part sur Bordeaux. Les autres mutations, elles sont faites sur Bordeaux. PDL1, on l'a en immunohistochimie sur la Réunion. Et après, quand c'est sur sang tumoral circulant, on fait des biopsies liquides, ce qu'on appelle, et ça c'est un peu plus court, c'est 2 semaines environ. Et nous on est à Bayonne, c'est-à-dire à côté de Bordeaux, et nous le délai c'est plutôt 3 à 4 semaines, donc c'est plus long que chez vous. Pardon, j'ai pas entendu. Nous on habite à Bayonne, c'est-à-dire à 200 km de Bordeaux, même pas. Et nous, il nous faut 3 à 4 semaines pour avoir les résultats des mutations. En les envoyant sur Bordeaux? En les envoyant exactement comme vous. Ouais, alors en fait, nous on a gagné du temps. Alors bon, d'abord tous les prélèvements sont envoyés avec l'anatomopathologie, c'est-à-dire que dès qu'on a un adénocarcinome, on précise bien qu'il est muté, qu'on est dans les critères, ils le font partir rapidement. Et on récupère sur boîte mail sécurisée. Donc on gagne le temps du courrier aussi. Au début, on était un peu comme vous. Et en fait, on gagne le temps de délai. Alors, on a essayé de raccourcir les délais d'envoi et aussi les délais de réception. Dès qu'ils le valident sur Bordeaux, on le reçoit sur une boîte mail sécurisée et on gagne le temps que ça aille au secrétariat, que ce soit envoyé par courrier en économique ou même par fax, que ce soit sur la pile de fax. Donc, on gagne c'est 2-3 jours à l'envoi puis 4-5 jours à la réception qui nous font gagner une petite semaine. Mais nous, on a aussi la messagerie sécurisée. On est dans les mêmes conditions. Ah bah ça, on est privilégié avec Monsieur Merliot. D'autres questions? Moi, j'avais une question sur la répétition des biopsies. Oui. Donc, j'ai les malades qui récidivent. Est-ce que c'est recommandé de refaire, dans certains cas, je veux dire. Alors. Parce que les récidives peuvent être au même site anatomique. Ouais. Ou différents. Oui. Alors c'est vrai que c'était comme pour le patient que j'ai présenté hier, on a pris l'habitude depuis 2-3 ans maintenant de rebiopsier. Alors chez tous les patients mutés avec des mutations ALK, ROS ou EGFR, de reprélever les patients à la recherche ou de nouvelles mutations ou de mutations de résistance qui va conditionner le traitement. Et alors on rebiopsie aussi probablement ces patients parce qu'on peut avoir des taux de PDL1 qui vont varier et c'est vrai qu'on peut avoir ça va guider la deuxième ligne d'avoir un marquage qui est devenu faiblement positif à très positif par exemple pour la deuxième ligne. Et donc on refait des biopsies à progression. Alors chez les patients non mutés une fois, mais c'est vrai que chez les patients mutés à chaque progression on essaie de documenter. Alors voilà. Oui, je pense que ça c'est indispensable. D'autres questions? Je vous remercie beaucoup, le Kagazaï, pour ce très intéressant présentation.